Voici la suite du livre Frénésie d'une vie, écrit par Victoria Auteur, ou Ersan Aimé. Une vie intense, remplie de combats, de nuits sans sommeil, de rencontres, de chutes et de renaissances. Des histoires vraies, parfois dures, parfois bouleversantes. Mais toujours vécues avec le cœur. Et maintenant, l'histoire commence. Tout a commencé vers l'âge de 10 ans, c'était l'appel des cloches, au sens propre comme figuré. Ce petit journal, désigné à l'église, que je portais de boîte en boîte, appelait les cloches à tous les rendez-vous catholiques. Quelquefois j'allais avec ma sœur et parfois avec mon amie. Nous étions heureuses quand cette vieille bobonne au chignon gris nous donnait des spéculoos, biscuits belges, qu'on n'aimait même pas. J'étais presque le bras droit du curé. J'étais aussi de corvée pour aller remonter l'horloge de l'église. Après avoir monté plus d'une 50aine de marches sur ce vieux plancher sec qui grince à chaque pas, une lourde manivelle s'en prenait de la force de mes petits bras pour en faire des tours et des tours. Quelquefois je trichais et j'en profitais pour m'asseoir devant l'orgue géant que j'admirais, et pourquoi pas, j'y allais aussi pour chanter. Par après, j'ai enchaîné à porter des livres, c'était Libelle, Rosita ou Panorama. Certaines semaines, il y avait une promotion de romans ou de bandes dessinées, Boule et Bill, et tant d'autres. Je gagnais 3 FRS belges sur un livre, c'était assez amusant, une certaine fibre commerciale m'était déjà destinée. À 14 ans, pendant les vacances, mon père ne supportait pas de nous voir à ne rien faire, alors j'enchaîne. Il me fait rentrer dans une biscuiterie du village, juste à côté du domicile de ma grand-mère paternelle. Lui, le pâtissier, restait dans son atelier quelques marches sous l'endroit destiné à emballer. Une grande vitre nous séparait. Nous étions 2, moi la gamine, et une autre femme d'une 10aine d'années mon aînée. La patronne devant les gaufriers, et c'était là aussi qu'était mon poste. Une 10aine de gaufriers alignés côte à côte fumaient. La patronne s'activait à graisser, couler la pâte, et comme un sport, s'empressait de sortir les premières gaufres qui étaient chaque fois par 4. Moi, près d'une table, assise derrière ce va-et-vient de cirque enfumé et vanillé, elle me balançait les gaufres chaudes et là, de mes petites mains, j'ajustais des ciseaux chaque bord. Après quelques semaines, mes paumes de main étaient brunes comme les doigts d'un fumeur de gitane. Une fois les gaufres coupées, j'aidais la dame à tremper les demi-biscuits dans le chocolat. Parfois, j'aidais le pâtissier à mettre des petites cerises confites sur les biscuits avant d'en... Assise autour d'une grande table, la dame et moi emballions ces gaufres refroidies ainsi que les biscuits. Nous mettions le beau label doré sur chaque paquet. Le salaire, 5 FRS belges de l'heure, environ 10 cents d'euros. La fin des vacances approche. Le beau manège a terminé. La patronne est allée se plaindre auprès de ma grand-mère que je tournais mon postérieur vers cette vitre légèrement plus basse afin d'exciter le patron. Mon Dieu, ils avaient une 50aine d'années. Peut-être un des 2 fantasmait. Après avoir passé une année à l'école, les vacances suivantes, une nouvelle aventure dans une usine à jupes. Ce travail à la chaîne n'était pas pour moi. Ces endroits clos et bruyants, à regarder sous ces néons, l'œil fixé sur le pied de biche à gauche, en passant vers la droite pour atterrir sur ce tapis de caoutchouc noir qui défilait sous mes yeux, à devoir piquer toujours les mêmes coutures. Je n'ai pas gardé de beaux souvenirs de ce travail. Déjà l'atmosphère de ce bus, très tôt les matins qui passent dans la brume, chacun avec son sac contenant ses tartines et son thermos, être enfermé pour une journée. Vivement la reprise des cours en septembre. J'arrive en dernière année. À 16 ans, fini l'école. Mon diplôme en habillement en poche, vite nous devons chercher du travail. À la maison, on ne supporte pas les fainéants. Le vice-Strauss venait de s'installer dans la région. Les formulaires d'embauche nous avaient déjà été remis lors du dernier jour de classe. Me revoilà dans la même ambiance qu'à l'usine à jupes, sauf qu'ici nous fabriquons des jeans, et comme je suis qualifiée, on me donne un poste compliqué. Le technicien vient me montrer le fonctionnement. J'étais destinée à faire uniquement les coutures arrière entre jambes, cette couture où les 2 tissus doivent glisser l'un dans l'autre à travers un guide métallique sans que le tissu déborde. Ce travail tape vite sur les nerfs, en plus de devoir rester assise et interdiction de se retourner. Une fille derrière moi avait oublié ses ciseaux et je les lui passais. Très vite, la chef de ligne me l'a fait remarquer. Il est vrai que c'était vers 1972, peut-être tout a changé. Mon désir était de quitter, je voulais bouger. À la maison, il n'était pas question même de quitter sans avoir un autre travail. Exactement comme mon grand-père disait toujours, tous les débuts sont difficiles. Et puis, timidement, un samedi de congé, je me rends dans un magasin spécialisé en vin, fromage et autres délicatesses. Il cherchait une vendeuse. Le patron, genre nerveux, le crayon calé derrière son oreille, me dit « Je vous recontacter ». Mais je voulais tant quitter que je lui dis « Il me faut un travail sinon je dois rester à l'usine ». Il insiste de me téléphoner. Au moment où je le quitte et que je suis de l'autre côté de la route, il m'appelle et me dit de commencer mardi. Nous étions 2 vendeuses. Nous vendions des produits qui étaient inconnus à mes yeux, comme des produits bio, du ginseng, des sésames que j'adorais, des produits chinois, du caviar, des artichauts d'Israël qui me faisaient penser à des soucoupes volantes, les abricots confits, les œufs de caille et les kakis. C'était l'époque hippie, 1973. Nous avions aussi d'autres légumes, un grand rayon de vin, des fromages à la découpe. Je n'étais pas trop bien vue de la patronne qui me faisait parfois des remarques,
mais ça ne l'a pas gêné de me faire monter dans son appartement pendant le travail pour me faire faire les dessins scolaires de son fils. C'étaient deux névrosés. Lui, le patron, dès que j'arrivais en réserve, là où il avait aussi un semblant de bureau, bégayait et me demandait des calculs, genre multiplication, en tremblant. 8 x 9 7 x 6 Nous avions aussi un garçon de course, très timide, aux joues rouges. Il livrait les restaurants du coin avec un lourd vélo noir. Pendant les jours de nettoyage des rayons, il nous faisait parfois gratter les anciens prix avec de la paille de fer. Les vitres aussi, et par tous les temps, je devais les faire avec de l'eau froide et essuyer avec du papier journal. Chaque sou était compté. Un samedi soir, alors que lui était à l'hôpital, j'étais à bout des réflexions à la compte de cette patronne et j'ai donné mon préavis. Dans la même rue, une boutique de chaussures cherche vendeuse sur un panneau fluo dans la vitrine. C'est parfait. Petit entretien rapide. La gérante est nouvelle. D'ailleurs, ils vont vite se marier, ça fait partie des conditions de gérance. Chez eux, c'est la fête. Aussi humilié que je fus chez celui d'avant, autant ceci me glorifie. Puisque je parle d'autres langues, ils me complimentent de mon utilité. Tout de suite, on me dit « Tu seras première vendeuse, tu t'occuperas de la caisse ». Le patron me dit « Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait ici ?» Nous travaillons en musique. Parfois, nous dînons ensemble. Nous avions beaucoup de travail. Nous devions décharger le camion les jours de livraison et monter certaines boîtes jusqu'au 2e étage. Nous étions 3 vendeuses. Il est vrai que chaque modèle de chaussures, je savais de mémoire où il se trouvait. Et malheureusement, après 2 ans, quand je me marie, je devais quitter. Ce temps-là, c'était comme ça. Ça faisait partie du contrat. Le temps où j'avais ma petite famille, mon mari et mon fils petit, j'entreprends en porte-à-porte avec des parfums. J'aimais beaucoup. Ma spécialité était surtout de recruter. Les gains n'étaient pas lourds. C'était plus l'occasion d'avoir des produits bon marché que de réellement servir à manger. Après quelques années de ce bricolage, je vois une petite annonce qui cherche une serveuse. Tout de suite, je suis engagée pour travailler les week-ends. La patronne me propose de faire le service de comptoir, et moi je préférais faire le service en salle. Elle me précise qu'en salle, je serais payée uniquement au pourcentage et qu'en faisant le comptoir, j'avais un fixe. Ça m'était égal. J'opte pour la salle. Et là, elle m'annonce qu'elle veut bien pour cette semaine vu qu'il manque un serveur, mais que son mari ne veut pas de femme en salle. Ce premier soir, mon côté et mes tables me sont destinés. Nous sommes 2 en salle. Pour moi, c'était jupe noire, chemise blanche et petit tablier. J'aimais ce travail. Les clients, ce temps-là, sortaient assez tôt. Vers 21h déjà, ils arrivaient. La patronne, derrière la caisse, et une autre fille qui prépare les plateaux. Pas de technologie ce temps-là. C'était le bon vieux carnet où l'on griffonnait nos commandes et la fille derrière le comptoir les préparait. Nous passions devant la caisse à payer ce plateau avant de nous rendre en salle servir. J'avais 2 fonds de caisse, un en argent belge et un en argent français. La musique m'entraînait. Les clients étaient presque toujours les mêmes, si bien que de semaine en semaine, je leur réservais leur table qui était numérotée. Le patron fait le disque jockey. Rumba, valse, slow, marche, samba, tout y est. Parfois, des gens me posent la question. Pourquoi ce dancing cherche si souvent du personnel? Ne paye-t-il pas? Bien sûr que si. La patronne, qui gérait tout, avait l'air un peu dure mais était très correcte. D'ailleurs, un souvenir m'est resté. Une nuit où un client était malade et a vomi, c'est elle qui a nettoyé et n'a pas envoyé un de ses serveurs. J'ai trouvé ça très chic de sa part. Et on court, plateau au verre vide, retour, plateau rempli, nous voilà repartis. Il faut aimer ce travail pour supporter cette endurance, mais j'aimais ça. Bilan de la première nuit, chiffre d'affaires un peu au-dessus de l'habituel, si bien que le patron m'a demandé de rester en salle. Une confiance totale règne entre nous. À la fermeture, toujours le même slow, Jean-Jacques Goldman, puisque tu pars. Nous rangeons la salle, chaises sur les tables et lavons les cendriers. Ce temps-là, nous pouvions encore fumer. Puis nous sommes tous assis à faire nos comptes. Mon chiffre était tellement beau que, quand l'autre serveur a quitté, ils ont repris une femme. Mais la concurrence était rude. Une femme proche de ses sous qui ne supportait pas qu'un de mes clients pose un verre sur une de ses tables. Une certaine nuit, avec le stress, j'ai craqué et j'ai balancé ce gros plateau métallique comme un lancement de disque aux Jeux Olympiques. La patronne, si dure, est venue me consoler, je devenais sa protégée. Parfois, je la remplaçais en semaine en soirée. Je suis celle qui a battu le record. Je suis restée 5 ans. Vers la fin, le couple bat de l'aile, et moi je suis un cours d'italien, que j'aimais aussi, mais mon parler est médiocre. J'étais juste bonne en dictée. Le vieux professeur nous faisait rire. C'était une partie de plaisir, dont je n'ai pas appris grand-chose. Lors d'un soir, pendant le cours, le professeur demande qui est intéressé pour un poste de travail comme standardiste chez Ferrero. Tous les doigts se lèvent. Moi aussi, bien sûr. Il nous dit de contacter la secrétaire de sa part et elle nous rappelle. Un samedi, elle me téléphone pour aller me présenter. Je suis reçue en italien. Je me débrouille tant bien que mal, et comme d'un fait, c'est moi qui suis engagée. Je me suis demandé si mon professeur n'y était pas pour quelque chose. C'était juste un contrat par intérim, à 2 pauses par jour.
de 8h à 12h et reprendre de 16h à 20h. Mais j'étais toujours au dancing. Dur, avec un mari et un fils assez petits, et le travail du week-end. Il fallait choisir. Après quelques mois, j'ai décidé de rester au dancing. Je gagnais assez et j'étais libre pour mon fils. Quelque temps après, le dancing ferme. Et au moment de vendre le fonds de commerce après quelques mois, le patron me demande si je peux retourner quelques semaines afin de relancer pour valoriser le fonds de commerce. Mais la patronne n'a plus voulu. Changement de répertoire cette fois. Un magasin de meubles cherche une vendeuse juste les dimanches. Voilà qui m'arrange. Mais là, c'est n'importe quoi. Arnaque, baisse et hausse de prix selon l'humeur. Un jour, le frère du patron voulait me faire rire. Il avait raté. Il me surprend et me colle un camembert en plein visage. J'étais fâchée. Et puis le patron passait souvent ses après-midi au bistrot un peu plus loin avec son livreur SDF. Quand les clients entraient, la douce musique d'une radio les accueillait, et moi, polie, j'essayais de les guider. Jusqu'au jour où les deux patrons et le livreur entrent du bistrot, vont en réserve et là, dans la belle musique, j'entends un coup de feu. J'en étais dégoûtée de ces non-responsables. J'ai pris mon sac, laissé tout comme c'était sans rien dire et je suis partie. Je n'ai pas été payée. Il a fait faillite. Cette époque-là, j'avais un ami qui était serveur dans un restaurant italien. Il me parle de son projet qui était d'ouvrir son propre restaurant de jour et de nuit qui ferait en même temps piano-bar. Il me promet de m'engager comme barmaid. Super, je venais juste d'avoir mon permis de conduire et ma petite voiture noire, une italienne. J'étais assortie à la maison. Il finit la rénovation, moquette rouge et piano blanc, le top. Le jour de l'ouverture, c'est la classe. Je m'exécute au bar, des extras pour servir, et le patron à l'accueil place les clients avec de grands gestes aérés et sa petite moustache articulée. En cuisine, un Italien sympa mais qui n'arrête pas d'hurler. Nous fermions aux petites heures, d'ailleurs il n'y avait pas d'heure. Spaghettis ou filet pur à 4h du matin, on prend tout. C'était le monde en grand avec l'enseigne d'un grand chanteur de ténor. Chaque soir, un autre pianiste ou joueur d'orgue faisait défiler l'harmonie des notes sous la lueur des bougies et des éclatements de bouchons qui sautent. Animation garantie. Et comme les journées sont très longues, le patron décide que je ne ferai que les matinées avec les petits déjeuners jusqu'à 15h, et après c'est lui qui me remplace. Une de ses associées venait parfois aider et superviser. On ne savait plus qui est qui, mais quand le service de midi commençait, le patron me faisait souvent défaut. À midi, c'était normalement moi au bar et lui en salle, mais Filippo n'est pas là. Les gens arrivent, je suis seule avec le cuisinier. J'ai un souvenir d'une table de vin, chacun commande un apéritif différent, courir. Les gens plaisantent et vous arrêtent. Il faut sourire, ils sont là pour se détendre. Mais servir, prendre les commandes et préparer seul fait monter l'adrénaline. Et entre-temps, par la porte arrière, le cuisinier m'envoie vite acheter du fromage chez l'épicier d'en face. C'est folklorique. Et sa fausse femme de confession musulmane venait l'après-midi parader devant son lait russe. Quelquefois, quand ma journée arrive vers sa fin à 15h, le patron me téléphone pour me demander de rester. Il est au casino. Les journées deviennent longues. Par la suite, j'ai préféré travailler les soirées. La générosité est toujours là, mais ne durera pas. À la fermeture, c'est grand menu pour le personnel. Et quand un client m'envoie chaque soir un bouquet de fleurs par les marchands de fleurs, le patron commence à criser. Et quand il va apprendre que je vais me mettre en ménage avec ce client qui était aussi un serveur d'un autre restaurant, il me jette. Il n'a plus besoin de moi. Il me fera les papiers pour le chômage, mais tout ne m'a pas été payé. Peu de temps après, il déclare faillite. Pendant la période où je travaillais les matinées, le cuisinier m'avait proposé un travail de chauffeur de nuit pour l'hôpital, que je prends encore en parallèle. Avec ma voiture le soir, je me rends à l'hôpital. Là on entre comme dans une boulangerie, je n'avais ni badge ni carte. On me dit de descendre au sous-sol, prendre des bacs. Ce sont les prises de sang et des clichés de radiographie que je dois distribuer chez les médecins à leur domicile. Je n'ai plus trop de souvenirs, j'étais fatiguée. Trop c'est trop, et c'est cette même période que je quitte mon mari, puisque je concubine avec le serveur en dépannage. Une partie de cette période fait partie de mon premier livre Le Murmure des Hommes. Je scrute les journaux, une discothèque dans le Nord cherche une caissière garde-robière, d'après leur terme « dame au vestiaire », pour les week-ends. Je m'aventure un soir à chercher cette boîte. Au vestiaire, je trouve une dame déjà engagée. À la porte, un vieux monsieur italien qui monte la garde. À l'intérieur, le patron m'offre un verre et avec beaucoup de regrets m'annonce que le poste n'est plus vacant. C'était déjà un peu loin, environ 50 km de route. En partant poliment, dehors, le vieux monsieur me suit. Il me demande « Tu veux la place ?» Je lui réponds « Oui, mais la dame est déjà là. » En fin de semaine, le patron me téléphone pour me demander si je suis toujours intéressée, que l'autre dame ne convient pas. C'est parti pour une longue aventure. J'y suis restée 12 années. Le passage dans cette boîte m'a marqué. Je crois non seulement moi, mais tous ceux qui y sont passés. Les patrons sont très corrects. Ce sont 2 associés, un luxembourgeois et un suisse. C'était assez grand, à l'avant un restaurant et à l'arrière une grande discothèque. L'ambiance était formidable. Nous étions au moins 2 ou 3 serveurs ou serveuses, 2 barman, un disque jockey, 2 videurs ou portiers,
2 cuisiniers, les patrons et moi. Ce n'était pas non plus de tout repos. Beaucoup de sympathie, mais aussi beaucoup de stress, des insultes de certains clients à qui nous refusions d'entrer, soit parce qu'ils étaient bourrés ou qui n'avaient pas de tenue correcte. Le personnel du week-end changeait assez souvent. J'ai travaillé avec différents videurs, des Roumains, Yougoslaves, Capverdiens et autres. Mais la nuit, on voit de tout et on vous propose de tout. Je me suis vu proposer de louer une voiture et déclarer qu'on me l'aurait volée et en partager les bénéfices. Un autre me propose d'entreposer ses armes chez moi. Il faut être sobre et consciencieuse pour ne pas rentrer dans ces jeux. Les patrons n'étaient pas au courant de ces propositions qui m'étaient faites. Quelquefois, les patrons organisaient des soirées à thème. Miss Bikini, soirée Mystère Tanga, carnaval, soirée pour femmes avec un défilé de musclores, rire. C'était à la soirée Miss Bikini que j'ai fait le plus d'entrées, je suis à 600. Il y avait aussi des soirées house music, où la puissance des baffles était si forte que les portes tremblaient, et moi je faisais des chutes de tension. Les patrons aimaient la mixité du personnel. Les cuisiniers français, DJ hollandais ou français, le serveur portugais, nous avions tous beaucoup de complicité. Parmi les clients, quelquefois des tarés, des bagarres, quelquefois les portes battantes s'ouvrent et le videur en lance un. Un jour devant mon comptoir, couché, à l'oreille arrachée. Des scènes quelquefois indescriptibles. Un jour de Nouvel An, le patron dans son beau costume blanc, un idiot lui tape une bouteille de bière sur la tempe, le sang qui coule, il faut tempérer et garder son calme. Après, ces idiots ont interdiction de rentrer par la justice, puis ils reviennent supplier à genoux pour entrer. La période d'été, c'était principalement des Hollandais qui étaient dans les campings des alentours, une rivière qu'on appelle là surpassait par là. Et pendant les vacances, la plupart des clients portugais habitués étaient retournés au pays. Je prenais toutes les devises, francs français, dollars, Deutschmark, francs suisses, gulden hollandais et les francs belges bien sûr. Une fois par an, dans cette ville, il y avait une marche en mémoire de la fin de guerre. Beaucoup d'Américains faisaient partie de la marche, surtout des Afro-Américains, qui devenaient clients le soir. Les videurs se relayaient pour aller faire le tour de contrôle à l'intérieur. Parfois ça chauffe, parfois c'est calme. Un jour, ils ont fait sortir une femme qui n'arrêtait pas de lever sa robe sur la piste de danse. Mais souvent c'est plus rude. Un autre cas, celui-là est pour moi. Un drôle de mec qui venait chaque semaine, prend son ticket d'entrée, pas un sourire, une sale tête. Un matin en sortant, il était toujours presque 5 heures du matin. Oui, la boîte ferme à 3 heures, le temps que tout le monde sorte, faire notre caisse et nous rassembler pour boire un dernier verre et manger un sandwich que le patron nous offre. Ma voiture était toujours garée en face dans un parking lugubre. Au moment où je démarre, au loin dans la pénombre des phares s'allument. La première fois, je ne prête pas trop attention. Il me suit, une Mercedes 190 noire. Je passe dans une zone 50 km/h, l'œil dans le rétroviseur, puis j'accélère, il accélère. Je ralentis avec l'espoir qu'il me double, non il ralentit. J'entame la première forêt, il est toujours derrière. Il m'a suivi les 50 km jusque devant ma maison. La semaine d'après, il me dit « Je n'ai plus besoin de te suivre, je connais ta route ». Et comme j'avais 3 possibilités de route, je changeais chaque fois, mais c'était un stress. Le personnel savait, il regardait le matin pour me dire « Regarde, il est là ». Même un jour, le patron m'a dit « Suivez-moi, venez chez moi boire un verre, il sera découragé ». Ce manège a duré 6 mois, jusqu'au jour où le patron me demande de lui dire. Je n'osais pas, alors il dit « Moi je vais lui dire ». Ce soir-là, le patron lui dit « Arrêtez de harceler mon personnel, sinon je porte plainte ». Alors il est devenu furieux et il a rasé tous les verres qui se trouvaient sur le comptoir. Le cirque était fini. Ce n'était pas facile de provoquer et se trouver seul sur les chemins de campagne entre forêts et brouillard par tous les temps. Surtout qu'à cette époque, je n'avais pas de téléphone portable. En général, je n'avais pas peur, mais une façon de me faire ne m'était pas venue à l'esprit. Une nuit en rentrant, c'était l'été. Aussi vers 5 heures, j'arrive dans un village éclairé, un croisement. Face à moi, une Pontiac rouge. Nous avions le clignoteur tous les deux pour la même direction, une montée de forêt de 15 km en zigzag. Il avait les vitres teintées, il a priorité. Les premiers 500 mètres, il freine dans la montée, je garde mes distances et me pose des questions. Cette route étroite à ravin, difficile de faire un demi-tour pendant la nuit. Arrivé à mi-forêt, il s'était mis en biais et arrêté en pleine route. Je n'ai jamais pensé à cette astuce pour barrer complètement la route à quelqu'un. Heureusement, je conduisais une Alfa Romeo sportive que j'avais bien en main. Je l'ai doublée dans la panique par le fossé et j'ai accéléré. Le stress. Je n'ai jamais su qui c'était. Après 10 ans de travail avec ses patrons, ils remettent l'affaire à un autre qui me laisse toujours à mon poste. L'ambiance n'est plus vraiment la même. Celui-là travaille seul avec sa femme, c'est un couple de Portugais, mais très gentil. Il n'y a presque plus de personnel. Après 2 ans, celui-là quitte aussi et le dernier qui a repris fait des transformations. Tout a changé. Pour le 3e, j'ai encore travaillé quelques semaines et c'est moi qui ai arrêté. En même temps, les journées de semaine, je faisais des enquêtes pour un bureau de marketing, enquêtes par téléphone pour différents produits ou établissements, c'était mission improvisée. D'autres jours, je faisais le client mystère pour une grande marque de fast-food.
Je devais aller aux heures et endroits précisés par la direction. C'était plaisant. Il faut simuler les frites froides ou le coca non gazeux. Je devais commander ce qu'on m'imposait d'avance, observer la propreté, les heures d'ouverture, le nombre de clients et la durée d'attente pour être servi. Je devais même passer au drive, où quelquefois j'éclatais de rire. Mais bien sûr mon questionnaire, je le complétais après. Même comme une fois où j'ai fait une enquête devant une station d'essence, à questionner tous les clients. Ce job n'était pas mal payé. Après quelques années en disco, je voulais être indépendante, mais pour cela il faut un certificat de gestion. Alors je m'inscris dans un cours accéléré qui durera 3 mois. J'obtiens mon certificat et je me lance dans l'aventure d'ouvrir une agence de rencontres. C'était un peu en vogue, les années 90. Il n'était pas encore trop de coutume de chercher un partenaire sur Internet. Mais à la base, je ne voulais pas appeler ça « matrimonial ». Non, je voulais une agence de rencontres, pour tout ce genre de relations et de rencontres. Je m'imaginais des âmes esseulées voulant une personne pour sortir, pour partager un restaurant ou un voyage, pourquoi pas aussi pour trouver l'amour. J'y mets toute mon énergie. J'ai même fait des transformations dans ma maison. J'ai fait imprimer des contrats avec des clauses à l'arrière, avec l'entête « feeling ». Je prends rendez-vous avec un avocat pour conseil et je lui montre mon contrat. Il inspecte tout et me dit « Madame, feu vert ». J'ai fait tout le nécessaire pour être en règle. Registre de commerce, numéro de TVA, numéro de compte bancaire professionnel. Mais mon premier problème était quand j'ai pris mon registre de commerce. C'était pendant les vacances et au bureau se trouvait une jeune stagiaire. Je lui demande pour mention « agence de rencontres » et comme elle a des catégories à suivre, elle m'inscrit d'office dans les agences matrimoniales. Personne ne me donne des explications, ni l'avocat ni ce bureau, alors j'improvise avec mes moyens. Je ne savais pas trop quelles étaient mes obligations. J'avais bien fait un cours de droit pour ma gestion, mais je ne suis pas avocat. Les seules choses que je savais, c'est que je n'avais pas d'obligation de résultat et j'étais tenue par le secret professionnel. Je travaille avec les journaux où je passe mes annonces. Je fais des contrats d'1 mois, 7 000 francs belges. Certaines femmes sans argent, je les inscris gratuitement. Je me dévoue corps et âme pour faire plaisir à tout le monde. Les résultats sont rapides. Ces années, je n'avais même pas d'ordinateur ni téléphone portable, juste un téléphone fixe avec répondeur où j'avais enregistré la musique de Feeling de Mike Brandt. J'avais des clients de tout âge, même un fauteuil roulant à qui j'ai trouvé sa partenaire, ainsi qu'une femme d'une 40aine d'années encore vierge qui cherchait un homme pouvant encore se marier à l'église, et ils sont mariés encore à ce jour. Un jour, j'ai même un prêtre qui est venu me voir, je ne sais même plus ce qu'il cherchait. Dans mes fichiers, des femmes africaines, des vietnamiennes, des roumaines, un peu de tout. Je pense que certaines se servaient de moi pour faire leur business. Et comme les week-ends j'étais en discothèque à mon poste avec un Roumain videur, il m'annonce un jour qu'il a ouvert une agence matrimoniale en Roumanie qu'il a appelée Feeling. Je ne m'en suis pas trop souciée ou j'étais naïve. Il ramenait des filles pour les faire travailler dans des bars, je ne m'occupais pas trop de ce qu'il faisait, il n'était pas dans mon secteur. Un jour je reçois un client, il voulait une fille de couleur. Ce n'est pas un problème, j'en avais de la région. Il me reproche de ne pas pratiquer comme d'autres agences d'emmener les clients en République dominicaine. Je le mets en contact avec une jeune fille africaine du Burundi qui habitait à Bruxelles. C'était la cousine d'une autre cliente. Mais comme il a raconté à la fille qu'il a fait une vasectomie, elle n'a pas voulu continuer. Peu de temps après, mon ami roumain me propose un marché. Si j'avais un client à lui proposer, il me donne un peu d'argent, c'est lui qui s'occupe de la relation. Comme celui-ci était si exigeant, je lui propose un rendez-vous avec le roumain qui vient avec son catalogue et son baratin. Le prix était largement au-dessus du mien, c'était visa et avion compris, 80 000 francs belges, environ 2 000 €. Je n'ai pas de connaissance de leurs arrangements. La première fille arrive, ils vont la chercher à Orly-Paris, c'est l'accord et la destination de son visa. Le roumain, je le vois juste pendant mon travail le week-end. La fille parle seulement anglais. Et quelques jours après, la fille a fui en Hollande. Furieux, le client contacte le roumain, mais le roumain lui explique qu'une fille n'est pas un chien, il ne sait pas l'attacher. Il est vrai que lui, il a exécuté son travail comme promis. Le client tenace repaît pour une autre fille qui doit encore venir de Roumanie, mais là je ne suis pas dans le jeu, ils font leurs affaires entre eux. Et de nouveau, quelque temps après, celle-là a fui aussi. Je pense que ces filles se servaient juste de ce genre d'homme pour transit. Mais voilà, le bordel commence. Le client me téléphone pour que moi je le rembourse. Il me menace en prétendant qu'il est ceinture noire au karaté. C'était un con. Je lui dis, je n'ai rien à voir dans leurs affaires. Et c'est là que j'apprends que le roumain lui avait dit que moi j'ai touché de l'argent, et même qu'il est mon associé. Je ne me soucie pas, j'étais droite dans mes bottes. Mais quelques jours après, je reçois une lettre de convocation de la police judiciaire pour audition. Je ne songe même pas un instant à cette histoire. Me voilà dans leur bureau. Je suis reçue comme une criminelle, je me demande ce qui se passe. Un me questionne, l'autre tape de 2 doigts sur une machine à écrire, l'un gueule, répondez. Il me pose les questions par rapport à cette agence, le fonctionnement, blabla, et là il cherche la petite bête. J'apprends que pour exercer ce job, il me faut un numéro d'agréation. L'avocat ne m'avait rien dit. Et je suis tenue par la loi des 7 jours de réflexion, ça aussi je ne savais pas. Puis vient la vraie couleur. Connaissez-vous Monsieur X le Roumain ? Oui,
Je lui réponds tout sincèrement. Vous avez touché de l'argent ? Oui. 20 000 francs belges, 500 €. Comment connaissez-vous Monsieur X ? Je travaille avec lui. Alors là, mon étiquette devient de plus en plus grande. Dans leur tête, je travaille dans les boîtes de nuit, je suis en contact avec un Roumain qui est sur liste rouge pour trafic de femmes. C'est normal, je ne peux pas être mieux. Et puis j'apprends que le client s'était plaint d'avoir payé chez moi, mais qui n'a pas reçu de contrat. Gros mensonge. Et comme par hasard, c'était le seul client où j'ai noté son numéro de carte d'identité sur son contrat. La semaine suivante, les policiers de la judiciaire me rendent visite. Question, avez-vous un ordinateur ? Non. Où avez-vous vos données ? Dans ma tête. J'ai juste les noms et adresses et dates de naissance dans des fichiers. Pouvez-vous nous montrer ces fichiers ? Non, je suis tenu par le secret professionnel. Il dit, vous jouez avec nous. On ira plus loin. Et c'est là qu'il ajoute, faites un salon de massage, vous aurez moins de problèmes. Extrait dans mon livre Le murmure des hommes. Et nous avons été au tribunal, en correctionnel. À vrai dire, avec le recul, je ne sais même pas de quoi j'étais accusée. Soi-disant par manque du numéro d'agréation, des bêtises, cette puissance devant des gens innocents. Au tribunal, le juge insiste, quelle est votre profession ? Il aurait peut-être voulu m'entendre dire « marchand de femmes ». Mon premier avocat était nul. C'était celui qui m'avait dit « Madame, feu vert ». Quand je lui ai fait la remarque qu'il ne m'a pas mise au courant pour le numéro d'agréation, il m'a répondu « Nous ne pouvons pas tout savoir ». Verdict, 120 000 francs d'amende, fermeture de 3 mois, et un sursis, je me souviens même plus de quoi. J'ai fait appel et changé d'avocat. Je dois me rendre à un autre tribunal en appel, l'ambiance n'est pas meilleure. Là, mon nouvel avocat répond au juge. « Monsieur le juge, madame mettait des gens en contact qui s'ennuient. » Il tape de son marteau. « Maître, c'est de la prostitution. » De toute façon, le verdict restera le même et les avocats aussi. Le problème était que c'était la fameuse année réputée de pédophile en Belgique, alors tout le monde est suspect. Cette activité, je l'ai gérée 3 ans et demi. En sortant du tribunal, j'avais envie de tuer quelqu'un de rage. J'ai fermé boutique. Mon compte bancaire avait déjà été fermé. J'étais au chômage avec fierté, autant ne pas se fouler, quand on fait des efforts, on a des problèmes. Dans le périmètre de 2 km de la discothèque, je retrouve un emploi de serveuse, cette fois dans un café, mais pour commencer à 17 h. Ce café légèrement raciste, qui ne voulait pas ou du moins évitait tout ce qui ne leur ressemblait pas, c'était au Luxembourg aussi. Là c'est fou, un travail de dingue, les décibels plus que normaux. Je servais tous ces faux nobles. Le patron danse sur les tables, trinque d'une table à l'autre, tape dans le lustre qui balance dans tous les sens. Les gens crient, ils aiment ça. Pour parler à 30 cm, il faut hurler. Les CD derrière, je les lave dans un grand seau. Pour le salaire, ils n'avaient jamais le temps. Heureusement, j'avais des pourboires, ou bien ils disaient « je te donne un acompte ». Je quittais chez moi vers 15h30 pour commencer à 17 h. J'avais toujours les 50 km à faire. Sans pause. Théoriquement, je restais jusqu'à 1 h du matin fermeture, sans compter que quand on ferme, on n'a pas fini. Mais voilà que les week-ends, ils passent des nuits blanches jusqu'à 3 h du matin, le temps de ranger des tonnes de verre et que tous ces allumés soient sortis, il est 5 h. Mais après, c'était refaire mes 50 km de retour. Encore là, c'est trop. Pourtant, cet emploi m'a été proposé par l'Office de l'emploi. J'ai fait ce rythme 2 semaines. Quand je voyais ce monde fou qui arrivait quand d'autres établissements ferment, principalement après 1 h, le monde gai est travesti. Un jour où le patron était sobre, je l'invite à lui parler. Gentiment, je lui dis que je ne sais pas continuer ce rythme de travail, sans manger plus la route. S'il veut, je lui trouverai un extra. D'un air maniéré, il me répond « Si tu ne veux pas faire des heures, je le ferai. » C'est ce qu'on va voir. Le vendredi arrive de sa suivante nuit blanche. J'avais pris la ferme décision de m'en aller à 1 h. Puisqu'il prétendait le faire, vers 1h10, pas de réaction de sa part. Il est debout sur les tables, jette les verres par terre. Et c'est là que je suis obligée de tirer sur le bas de son pantalon puisqu'il y a trop de bruit pour l'appeler. Je lui fais signe du bras que je me casse. Furieux, il saute de la table, me suit dans le couloir et c'est en même temps que tous ses amis homo arrivent. D'un air de femme, il me pousse dans le dos en disant « Ça va, dégage ». J'étais me plaindre à l'inspection du travail et j'ai téléphoné à sa fiduciaire pour savoir si les fiches de paye ont été faites. J'espérais juste une chose, ne pas avoir à prester un préavis. Le lendemain, il me téléphone en me reprochant d'être allé me plaindre. Par la même occasion, il me dit de passer, il me paye. J'y suis allée, et froidement, il m'a tout payé. J'ai signé et l'affaire était close. Seriez-vous étonné qu'il y ait des chômeurs ? Maintenant, changement mais toujours les mêmes produits, une grande brasserie du coin, usine à bière, pas taverne. M'engage pour les week-ends à faire la dégustation de différentes bières et la promotion. J'arrive aux endroits, en général des supermarchés. Mon stand est là, le fut installé, tout est prêt. Il ne suffit plus qu'à accrocher les clients. J'aimais ce travail où j'étais libre d'action, pas de compte à rendre avec le gérant du magasin. Mais là j'avais un badge et le droit d'aller en réserve pour aller chercher de l'eau. Je devais m'inscrire en arrivant.
Le même genre de travail j'ai fait aussi pour une autre maison de promotion. La veille, on me téléphonait juste pour dire « Demain vous allez là, tel magasin ». Le plus loin où j'ai été était à presque 200 km pour une promotion de produits de beauté. Des fois j'arrivais, je devais baratiner les bons légumes congelés. Une fois, je me souviens, c'était pour une marque de café. Une autre fois, presque en Allemagne, pour un lait de corps. En arrivant, l'ambiance était toujours bonne. Les fins de semaine, il y a plein de stands dans les supermarchés. Un qui fait sa promo pour la nourriture pour chat, une autre avec des œufs ou des yaourts. C'était marrant et on faisait de bons contacts. Et un beau jour, la brasserie a arrêté de faire des dégustations, ça leur coûtait trop cher. Je replonge dans le journal. Voilà une annonce qui m'attire. Mais c'est un peu loin. Je ne suis plus avec mon concubin. Peu importe, c'est à 150 km. Un bar à Champagne cherche une caissière pour une semaine sur 2. Le rendez-vous est pris. Le patron a 2 bars et il me donne le rendez-vous dans l'autre. Je n'avais aucune notion de l'ambiance d'un bar à Champagne. Je dois le voir dans l'après-midi, ces bars ouvrent à 15h. Je me trouve là à l'intérieur, ça me semble mystérieux. Je suis mal tombée. Au sous-sol où des filles logent, elles gueulent et se crêpent le chignon. Une vient se plaindre que l'autre a découpé ses vêtements avec des ciseaux. Une autre arrive en peignoir blanc, les traits tirés, fatiguée de la nuit, de l'alcool et du tabac. Et dans ces bars en général, il fait plus ou moins noir. Elle dit qu'elle se prépare, son client est sur le point d'arriver, et voilà qu'il sonne, un vieux monsieur qu'elle emmène dans une autre chambre. Le patron est un peu gêné que moi la novice arrive dans ce vacarme. Il me rassure que l'autre bar est plus chic et autrement situé. Cet homme pas très jeune, un peu rond avec une énorme moustache grise recourbée sur les côtés, il me donne ses conditions, les prix. Il paye à la journée. Mon travail est d'ouvrir la porte aux clients qui sonnent, appeler les filles une après l'autre à se présenter, chronométrer l'heure qu'elles passent avec le client et éventuellement leur reproposer une heure. Dans ce bar, on n'a pas vraiment besoin de boire ni de bouteilles. Le client entre et demande pour monter une heure. C'était un bar montant, dans le jargon. Mais il peut boire s'il le désire. C'est moi qui devrais servir, encaisser, remplir les frigos. Oh, il n'y a pas grand choix, juste un frigo avec du champagne et des bières. Derrière le comptoir, juste 2 ou 3 bouteilles d'alcool. Pas de soft ou de café, c'est limité. Mais précise-t-il, je n'ai pas le droit de toucher à un client, sinon ça sera la guerre avec les filles. Ma fonction était encore de préparer le dîner du soir pour les filles et moi. Nous logions toutes dans la villa. Le patron est marié et habite autre part, et ne fera que passer. Le jour où je commence, il me fait visiter la villa. C'est assez grand, une belle architecture construite en pierre de taille. Il y a 5 chambres. Celle à l'avant a un petit balcon avec une porte-fenêtre. Ça sera la mienne. Le patron ajuste encore des matelas pour que chacune puisse dormir. Il me fait déjà des allusions d'essayer le matelas, mais je ne relève pas. Il y a 2 chambres prévues pour monter avec les clients. Devant la maison, il y a des feuillages mal entretenus qui envahissent une marquise rose défraîchie. C'était un peu hors de la ville et la frontière française, juste à côté. Ma sécurité ? Voilà, dit-il. Si tu as un problème, tu as un électrochoc dans le tiroir. Fais attention à qui tu laisses entrer. À la porte, il y avait une chaînette qu'il disait laisser au cas où je ne désire pas faire entrer quelqu'un. Mon Dieu, une chaînette, un coup de pied et elle vole en éclats. Nous n'avons pas grand-chose à faire. En général, les filles sont toute la journée devant la télé ou font des mots croisés en attendant que ça sonne. Mon programme, je me lève vers 13h. Des fois, les filles dorment encore. Pour prendre l'air, je prends ma voiture et pars près du canal, près de l'eau. Je prends un déjeuner sur une terrasse. C'était le printemps quand j'étais là. Si une fille m'accompagne, elle est la bienvenue. Je fais en sorte d'être rentrée pour ouvrir à 15h. C'est moi qui choisis la musique. Sur le coup de 16h, chaque jour, le patron vient et nous faisons les comptes de la veille. Il paye chacune, remet quelques bouteilles au frigo, boit son coca et fait une demi-heure de mots croisés, puis nous quitte. Le lundi, une femme de ménage vient nettoyer la villa et le patron apporte les courses pour la semaine. Le travail est plaisant, mais il faut jongler avec les caractères des filles. Souvent, ce sont des menteuses ou des voleuses. Beaucoup des filles qui travaillent dans ces endroits n'ont pas eu d'enfance heureuse, ont été placées en famille d'accueil. C'est du moins ce que j'ai appris à force de les côtoyer. Ce temps-là, il y en a 2, une qui est super jolie, qui se fait harceler à longueur de journée par une espèce de Mac qui réclamait sa Porsche. Et l'autre envoyait ses sous à un autre paumé. Je suis restée très peu de temps. Déjà qu'une semaine sur 2, je rentre chez moi, puisque toute la semaine je loge là. Une nuit où j'étais avec une seule fille, 3 hommes sonnent à la porte. Ils avaient garé la voiture dans la cour derrière, qu'on pouvait voir de la cuisine. Ils sont en file indienne. Je ne vois pas trop leur tête, il fait sombre. Vais-je les laisser entrer ? Il y a la chaîne, voyons. Il est tard, bien 4 heures. Ils entrent. Je les vois devant moi au comptoir. Ils commandent un verre. Là, je me rends compte que l'un d'eux avait déjà un œil au beurre noir de sale gueule. La fille me fait signe qu'elle ne les veut pas. D'un coup, ils veulent me faire du café. Nous n'avons pas de machine à café pour les clients et il n'était pas question que je m'aventure en cuisine pour leur faire du café. Je les tenais à l'œil. J'essayais de les faire partir en toute diplomatie. Je baisse la musique, je frotte le comptoir et claque les cendriers.
L'un fait la remarque. T'as vu? Elle nous chasse. Je dis, non, je dois respecter les heures. Le cinéma continue jusqu'à ce qu'ils franchissent la porte. Nous courons vite à la cuisine pour les voir démarrer et nous regardons derrière les volets. Là, il n'y en a plus que 2 dans la voiture. Et on se rend compte que, comme il faisait chaud, la porte du balcon était encore ouverte. Notre esprit chauffe. On s'imaginait qu'un d'eux est grimpé par le balcon. La fille et moi prenons ce fameux électrochoc et nous parcourons chaque pièce de cette villa. Un vrai film. Mais nous n'avons rien trouvé. Un autre spécial a passé une après-midi juste à boire avec une des filles. Elle devait l'appeler Gainsbourg. Il gardait des lunettes de soleil et un chapeau, et il exigeait que moi je regarde. Rassurez-vous, il ne se passait rien. Que des manières narcissiques à se donner de la valeur. Après quelques semaines, un après-midi, le patron vient près de moi en cuisine. Il me colle contre l'armoire et me passe sa grosse langue sur tout le visage. Je me fâche et le pousse. Je lui fais remarquer qu'il est mon patron et moi son employé passant. Fin de cette semaine, je rentre chez moi. Je trouve dans ma boîte aux lettres un avis pour une lettre recommandée. Et en allant chercher ma lettre le lundi, ce courrier venait de lui. L'hypocrite. Une lettre écrite à la main disant « Vous ne faites plus partie du personnel ». Je suis furieuse. Quand il venait ou partait, il me faisait la bise et il n'est pas capable de me le dire en face. Je monte dans ma voiture. Je refais les 150 km. De toute façon, j'ai encore des affaires à prendre et je veux le voir en face. Il est là avec sa femme. Il me refait la bise comme si rien n'était, il me suit dehors, je veux des explications. Et là, il prétend que les filles ne sont pas contentes de moi et que c'est grâce à elles qu'il gagne. Et 1 an après, pendant une période où je me retrouve sans travail, je lui téléphone. On ne sait jamais qu'il aurait besoin de moi. Il est d'accord. Il précise, tu sais bien, les conditions sont les mêmes. J'avais compris. Et avant d'y retourner, je l'ai contacté. Il me dit, ce n'est plus la peine, la mafia russe a tout saccagé. Chance pour moi. Je suis de nouveau à l'affût des journaux. Changement de cap, un électricien cherche une vendeuse. C'était dans un bled, encore dans le nord, mais cette fois encore plus loin, 70 km de chez moi. Il promet et il promet. Il est très familier, mais rien ne se passe. C'était un bel homme, mais un peu perturbé. Il devait me recontacter. Entre-temps, je continue à regarder les annonces. Même que quelques week-ends, j'ai fait la réception pour l'entrée des caravanes et mobil-homes dans un camping. Comme ces hommes savaient que j'avais travaillé dans un bar, malgré que je n'étais que responsable, un certain fantasme plane. Une des filles qui a travaillé avec moi au bar avait changé d'établissement. Et un soir, l'électricien me téléphone et me propose de l'accompagner pour aller boire un verre dans le bar où cette fille était. Je pense que son idée était d'ouvrir un bar et il avait déjà tout sous la main. Mais c'était raté. Cette fille garde ses distances. D'ailleurs, elle n'aimait pas ce travail. Dans notre conversation, je lui dis que j'avais vu des annonces. Peut-être que j'aurais trouvé un travail. Et là, avait-il peur de me perdre? Tout de suite, il me dit « Tu commences demain chez moi ». Et comme je me plaignais un peu du coût de l'essence, il me promet une carte pour payer le carburant. Mon Dieu, tous les cas sont pour moi. Je commence le lendemain matin. Il avait une âme d'artiste. Il commençait tout et n'achevait rien. C'était un petit magasin villageois le long d'une route principale, mais les clients étaient les cultivateurs du coin, si clients il y a. Oui, tout y est. Machine à laver, machine à café, aspirateur, tout genre de petits électros. Et lui faisait les dépannages, installation d'antennes, etc. Il est toujours pressé. Il court, il est comme le courant d'air. Il se dépêche, en peu de temps, il m'explique le fonctionnement de son magasin. Ne souriez pas. Oui. Il sort un appareil Polaroid. En 2, 3 mots, il me dit « Tu places la cliente ici et tu fais les photos d'identité ». Déjà, mes yeux s'écarquillent. Puis nous descendons dans la cave. Là, il avait installé un vieux banc solaire. Tout est bon. Le téléphone sonne sans arrêt. Voilà, et il fuit. Je dois me débrouiller, mais il n'y a presque jamais de clients. Je crois que j'ai fait une seule photo d'identité et 2 ou 3 bancs solaires. Je suis restée toute la journée seule derrière son bureau à écouter les réclamations au téléphone. Une me dit « P m'avait promis de regarder ma machine. Il n'est pas là. » Une autre pareille. Que des plaintes. Tout le monde l'aimait bien, vu qu'il était bel homme, avec beaucoup de charme et de belles promesses. Il n'avait qu'une camionnette. Et un matin, il voulait aller d'urgence à une vente publique. Alors j'ai encore fait son chauffeur. Il m'avait quand même donné une carte de la Q8 pour payer mon carburant. Je pense que rien ne rentrait dans la caisse. Du moins, pas au magasin. Puis, d'un coup, il a rendez-vous un matin avec un groupe de musiciens. Et là, j'apprends qu'il a un studio d'enregistrement. Il s'occupait aussi parfois, dans des festivals, de faire le son et lumière. Mais quand j'ai vu son studio, c'était comme une brocante. Il faut dire qu'il était rat à l'astrologie chinoise. Ça lui convenait bien. Après quelques semaines, voilà, il a une super nouvelle à m'annoncer. Il reprend une auberge. Cette auberge, encore plus loin, dans un vrai trou où il n'y a que quelques touristes hollandais.
Mais son objectif était qu'il va prendre 30 réfugiés yougoslaves, d'où il va toucher des primes de l'État. Il est tout feu tout flamme. Son projet, c'est que c'est moi qui vais y aller. Oh, dit-il, il y aura un autre serveur et une femme de ménage. C'est parfait. Entre-temps, sa carte Q8 m'avait été refusée à la station. Ce n'est pas grave, il dit, t'auras ta chambre, et je loge là. Et un matin, le brasseur arrive pour livrer les boissons. Le chauffeur me dit, si je ne suis pas payé aujourd'hui, je ne décharge pas le camion. Mais je n'avais ni ce pouvoir ni l'argent. Donc, il n'a pas déchargé les marchandises. Le serveur et moi, nous nous regardons, et nous nous disons que nous n'aurons jamais notre salaire. Alors, nous attendions qu'il n'y ait plus de clients. J'ai pris une grande feuille où j'ai écrit « P, nous n'avons pas les mêmes valeurs ». J'ai posé les clés sur cette feuille, sur le comptoir, et le serveur et moi sommes partis. Il a logé chez moi. P n'a jamais posé de questions. Ça devait l'arranger. Je ne me souviens plus trop, j'étais là harcelé plusieurs fois pour être payé. Je pense qu'il m'avait un peu donné, mais pas tout. Un jour, il a sonné à ma porte et m'a demandé que je lui prête 50 €, que la police l'aurait arrêté. Je ne l'ai jamais vu de retour. À la suite de ces mouvements carnavalesques, je retrouve un job de quelques semaines dans un solarium. C'était juste un remplacement. Et comme maintenant j'avais l'expérience des bars à champagne, je vois qu'on cherche une barmaid dans un bar à champagne. Ce n'était pas trop loin de chez moi, une vingtaine de kilomètres, un endroit où plusieurs bars se suivent. Ce bar était, pour ainsi dire, le seul qui travaillait avec une barmaid. Dans les autres, ce sont les hôtesses qui servent. Je me présente. Une jolie patronne me reçoit et elle m'engage. Je commence le lendemain. Je suis de nouveau désignée à ouvrir la porte. Quand ça sonne, le bruit de la sonnette vous bouscule. C'était une des premières du marché. L'intérieur était un peu vétuste, avec un semblant de modernité des années 1960, les belles années plein boom pour ses activités. Il fait sombre, moquette au mur, miroir sur les comptoirs, de lourds tabourets capitonnés, une salle dans le fond séparée d'un gros rideau, d'où on aperçoit une mini piste de danse dans une lueur de blacklight. Il y avait un bel appareil pour diffuser la musique, ainsi que de bons haut-parleurs. Dans ces musiques, des CD de vieux slows italiens ou d'autres. À l'arrière, 2 pièces où se trouvait juste un divan, de fausses fleurs, une petite table, les tentures tirées. Et c'est là que les filles se rendent avec les clients qui paient la bouteille. C'est ce qu'on appelle dans ce milieu, le séparé. Juste à côté, il y a un coin pour préparer les boissons. Là, on a de tout, mais pas de boissons chaudes. C'est là aussi qu'on prépare les faux verres, les piccolos remplacés par de la limonade, ou de l'eau pétillante avec une larme de coca, et on a juste la jupette sur la bouteille. La patronne avait une bonne quarantaine d'années. Elle n'est pas souvent présente, elle loge à côté, et souvent elle est devant sa télé avec son petit chien à picoler. Parfois, elle arrive en pyjama de soie blanche, ça ne choque pas, elle est blonde et mince et il fait noir. Cette période, il y a 3 hôtesses à attendre que ça sonne, et s'il n'y a personne, certaines dorment dans les séparés, dans ces divans qui s'affaissent, ou bien elles jouent au Scrabble. L'une d'entre elles logeait dans une caravane entreposée sur le parking. Et quand l'hiver approche, souvent il fait froid. Un chauffage à soufflerie était installé, mais nous devions allumer un poêle à bois, et nous avions un peu de mal. Vite, je me rends compte que la patronne est souvent à l'ouest. Elle avait un semblant de concubin qui passait gérer ses comptes, et une des hôtesses très dévouée pour elle, qui lui apportait ses courses ou l'aidait à faire du ménage. Certains jours, son concubin n'avait pas rentré de bûches de bois. Alors, à l'arrivée, en ouvrant le bar, cette fille et moi allions chercher des bûches avec une brouette derrière la maison. Des fois, elles étaient encore gelées. C'était encore une fois folklorique, avec les talons aiguilles et les barésilles, à chipoter à faire fonctionner ce poêle. Une histoire m'est restée. 3 jeunes hommes un peu classe entrent. Il fait un froid de canard, proche des 5 degrés. Ils me commandent un coca. Je les vois encore avec leurs anoraks. J'ai encore l'audace de demander « avec glace ?» Nous avons éclaté de rire. Mais l'ambiance était bonne, nous avons ri pas mal. La fille qui logeait dans la caravane aimait aussi boire son coup. Alors parfois, elle se couchait avec le manteau dans le bar quand il n'y avait personne, et quand un client entrait, elle levait juste la tête et parfois elle ripostait « Oh, il ne vaut pas la peine !» Et les clients, intrigués de cette attitude, souvent me disaient « Mettez un verre à la demoiselle ». Et là, elle se levait. J'essayais toujours de mettre l'ambiance et de la bonne musique. Il y avait rarement plus de 5 clients que j'entraînais à aller danser. Doucement, je me rends compte que la patronne a un problème avec l'alcool. Une fois, j'ai voulu préparer un cocktail à base de passoa, une bouteille noire opaque, et là je me rends compte qu'elle vide les bouteilles et met des jus à la place. Elle était malheureuse, elle ne sortait pas. Un soir, elle m'emmène à la cave voir sa chaudière, et là, sous les lampes, j'ai vu son crâne et ses yeux jaunes citron. Elle était malade, malade du foie. Et cette autre fille très gentille, la veille encore, pendant que l'on rigolait sous les lumières tamisées. J'y suis restée jusqu'à son décès. Elle avait 47 ans. Le jour de son enterrement, nous étions tous là. Mais autant de succès que cette femme avait, et tous les beaux modèles qui rampaient autour d'elle ce jour-là, cela n'était plus là. Nous remplissions juste 2 rangées à l'église, sa famille proche et le personnel des bars. De ces beaux clients,
Personne n'osait montrer qui la connaissait. C'était de nouveau fini pour moi. Le bar est fermé. Après quelques mois, le fils d'un autre tenancier d'à côté réouvre ce bar. Ce garçon, assez jeune, d'une bonne vingtaine d'années, je le connaissais pour l'avoir déjà eu comme client au bar et nous avions déjà bu un verre ensemble. Il change de nom d'enseigne et c'est reparti. Il m'engage pour jouer le même rôle qu'avant. Il me fait confiance. Souvent, la nuit, il part. Ce garçon préférait la restauration et les heures de jour. Mais je peux compter sur lui. Un simple appel et il arrive. L'entente est super bonne. Je suis même sa confidente. Cette période-là, comme j'ai écrit dans mon premier livre Le Murmure des Hommes, je me trouve à l'hôpital avec une pneumonie. Et comme il préfère retourner dans le sud en restauration, il remet son bar. La nouvelle gérante garde les hôtesses, mais pas la barmaid, donc moi. C'est elle qui fera ce travail. Et c'est à la suite de cette aventure que je m'adresse à la police judiciaire et me lance dans un soi-disant salon de massage qui m'avait si bien conseillé lors de mon procès, où je reçois des clients. J'ai même fait une formation de massage ayurvédique, massage assis et reiki. C'est reparti pour une nouvelle aventure. Les détails sont dans mon premier livre Le Murmure des Hommes. Pour mon dernier jour, ce jeune patron m'avait invité au restaurant, juste lui et moi, avec la surprise de récupérer une somme d'argent chez un client à qui il avait fait crédit. Et il me dit « Tu le gardes, c'est pour toi ». À l'aube de mes 60 ans, je fais le bilan et je découvre que j'ai dépensé pas mal d'énergie chez des gens qui ne me méritaient pas. D'autres étaient formidables, mais c'est ça l'expérience de la vie qui nous fait avancer et qui forge notre caractère. Une belle leçon de vie.